Bonsoir, à la une de ce journal, l'urgence en Somalie. Les Nations Unies ont autorisé une intervention pour sauver donc des populations qui sont en danger de mort, un droit d'ingérence sans précédent. Et donc pour la première fois, les Américains vont donc s'engager dans une opération de ce type, une opération à caractère humanitaire. Les premiers soldats devraient débarquer en Somalie au début de la semaine prochaine. Philippe Pister. Le porte-avions USS Ranger en plein océan Indien, avec 2 autres unités navales, il devrait rejoindre les 1800 Marines qui sont déjà là-bas, au large de la Somalie. Les militaires américains étaient prêts, il ne manquait plus que la décision politique. Le Conseil de sécurité, la nuit dernière, a donc donné un cadre légal à une opération souhaitée par les États-Unis. Vote à l'unanimité, une première. La Chine s'est finalement ralliée puisque cette fois, contrairement à l'opération Tempête du désert au Koweït, l'ONU garde un contrôle étroit de l'opération. Et pour la première fois, une intervention internationale à but strictement humanitaire. C'est une résolution historique, une résolution très importante qui va renforcer le rôle des Nations Unies et aider le peuple somalien. Au total, les États-Unis et plusieurs pays, dont la France, pourraient envoyer jusqu'à 30 000 hommes. La résolution les autorise à utiliser la force uniquement pour assurer donc la sécurité des opérations de secours humanitaire. Si l'on en croit le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, arrivé sur place ce matin, l'atmosphère a déjà changé. Les milices commencent à quitter Mogadiscio. Depuis hier, le riz collecté par les écoliers français est enfin déchargé. La cargaison du Tadorne était en souffrance depuis une semaine au large de Mogadiscio en raison des luttes de factions. Une opération multinationale puisque François Mitterrand l'a confirmé cet après-midi. 1500 à 2000 soldats français devraient donc participer à cette opération. Alors Christian Merlard, plusieurs questions se posent encore ce soir. Première question, comment va se dérouler cette intervention? On vient de voir que les Marines étaient déjà pratiquement à pied d'œuvre. Alors il devrait y avoir 28 000 hommes, 28 000 soldats américains qui vont se déployer en 3 vagues successives. Alors 1800 dans un premier temps en début de semaine prochaine avec des hélicoptères de transport, d'attaque, des véhicules blindés légers et qui vont préparer le terrain pour 16 000 hommes qui arriveront dans les 15 jours suivants et enfin une dernière vague avant Noël à peu près de 10 000 hommes qui se déploiera et qui devrait rester sur le terrain, si l'on en croit le président Bush, à peu près 6 semaines, le temps de faire le gros du travail. Alors Christian, autre question, pourquoi une telle opération maintenant ? Il faut dire que George Bush veut partir de la Maison-Blanche aux beautés, et puis en même temps c'est une façon de dire au reste du monde que l'Amérique est aujourd'hui un peu le seul pays capable d'assurer ce genre d'opération et en même temps de gérer l'ordre mondial que les Américains tiennent à instaurer de façon très ferme. Et je crois que c'est le dernier message de George Bush qui va dans ce sens-là. Alors ce sont des soldats américains et pas des casques bleus. Alors, pas des casques bleus, parce qu'il est vrai que l'ONU, pour l'instant, est impliquée dans le maintien de la paix dans une douzaine de pays, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Et aujourd'hui, les Américains, je le disais à l'instant, sont les seuls capables de faire ce genre d'opération, et ils passeront le relais au bout de 6 semaines, vraisemblablement, puisque George Bush dit que l'opération, globalement, devrait durer 3 mois. Donc, il est vraisemblable que les casques bleus prendront le relais des Américains après le 20 janvier. Alors justement, George Bush dit que l'opération sera limitée dans le temps. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un risque d'enlisement ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais enfin on n'est pas face à ce type d'opération qui s'est posé dans le Golfe avec l'armée irakienne. Là, les Américains vont se trouver face à des factions rivales armées, certes, mais qui n'ont pas le matériel sophistiqué des Irakiens. Alors, le président américain veut limiter l'opération dans le temps. Il veut que tout soit réglé avant le 20 janvier, date à laquelle il passe officiellement le relais, vous le savez, à Bill Clinton, à la Maison-Blanche. Mais le président américain sait pertinemment que la Somalie ne sera pas un nouvel État et que les réfugiés n'auront pas regagné leur maison et que le problème de fond ne sera pas résolu. Alors moi, j'appelle ça quand même un coup de marketing médiatique de la part du président. Un dernier point, l'actuel et le futur président américain sont d'accord sur cette intervention. Il y a consensus, mais il y a aussi peut-être un clin d'œil de George Bush à Bill Clinton pour lui dire que la politique étrangère risquera peut-être certainement de troubler ses préoccupations qu'il souhaite d'ordre économique, comme le président Clinton l'a dit depuis un certain temps. Christian Mallard, merci. Le sommet franco-allemand laisse le GATT de côté. Le désaccord sur ce dossier reste donc entier. En revanche, François Mitterrand et Helmut Kohl se retrouvent sur l'Union européenne. Pas question d'un délai pour la ratification du traité de Maastricht. Et donc avant le sommet d'Édimbourg, les Danois et les Britanniques sont prévenus. Bilan de ce sommet avec notre envoyé spécial à Bonn, Memona Interman. Si on les croit, tout va bien entre la France et l'Allemagne. L'explication de François Mitterrand et d'Helmut Kohl est simple. L'Europe est trop en danger pour afficher les différences des 2 pays. Le Conseil de défense de ce matin s'est inscrit déjà dans la routine, avec un point nouveau cependant qui ravit les Allemands. Le futur corps d'armée européenne, opérationnel en 1995 avec 40 000 hommes, travaillera en coordination avec l'Alliance Atlantique et pas seulement l'Union de l'Europe occidentale. C'est donc un peu moins de pression américaine sur le chancelier.
Sur le GATT, ça coince toujours en revanche. Le chancelier a été très prudent. Je suis optimiste, a-t-il dit. On finira bien par arriver à un accord. Nous aussi, nous désirons vivement que le GATT réussisse. Nous sommes convaincus qu'un bon accord, qui ne sacrifierait pas au passage tel ou tel pays partenaire ou tel type de production, contribuera au réveil de l'économie mondiale. Pour ne pas faire le jeu des Américains à travers la Grande-Bretagne, Mitterrand et Kohl se sont mis d'accord. Le sommet d'Édimbourg, dans 8 jours, ne sera pas transformé en négociation internationale sur le GATT. Comme François Mitterrand, la marge de manœuvre d'Helmut Kohl est très étroite. Il est harcelé par ses industriels qui lui demandent une conclusion rapide au GATT. Pour eux, pas question d'une solidarité trop douloureuse avec la France en cas de veto. Résultat, pour l'instant, Mitterrand et Kohl cherchent avant tout à gagner du temps. Sarajevo, à nouveau coupé du monde. Les troupes serbes sont passées à l'offensive en plusieurs points de la Bosnie-Herzégovine. Des combats très violents qui bloquent les convois humanitaires. Le pont aérien a également été interrompu. Hier après-midi, l'avion du général Morillon a été mitraillé. Il a pu finalement rejoindre Zagreb. Une attaque qui a été filmée par une équipe de télévision. Document que nous commande Joël François Dumont. Hier après-midi, en effet, un peu après 16h30, un Antonov 12 des Nations Unies décolle de Sarajevo, destination Zagreb. À son bord, des militaires de la force promus avec leur général, un Français, François Morillon, qui commande les casques bleus de la force de protection des Nations Unies à Sarajevo. Regardez bien ces images. 20 secondes après le décollage, alors que l'avion prenait de la hauteur, il est soudain la cible de tirs automatiques. Des balles traçantes atteignent leur but à plusieurs reprises. L'un des réservoirs est percé, la queue du fuselage de l'Antonov blanc est également touchée, tandis que l'on relève plusieurs impacts sur le fuselage. Fort heureusement à bord, personne n'est blessé. L'avion se pose finalement à Zagreb comme prévu, le général Morillon raconte. Cet incident était le fait de tireurs isolés avec des armes automatiques sans réelle efficacité. C'était le fait de quelques Rambo, des gens qui sont excités par la bataille, des extrémistes qui refusent la perspective même de la paix. Après ce nouvel incident, tous les vols humanitaires des Nations Unies vers Sarajevo ont été suspendus pour 48 heures, un incident qui intervient 2 jours après qu'un C-130 Hercules américain ait été touché à Sarajevo lui aussi par des tireurs isolés. Le nouveau défi de l'ex-FLNC. En quelques jours, les 2 branches du mouvement indépendantiste ont mené des opérations très spectaculaires. Après l'attentat du canal habituel contre l'hôtel des impôts à Nice, le canal historique revendique une nuit bleue. 27 explosions en quelques heures. Les clandestins ont choisi un thème très populaire dans l'île, la remise en cause du statut fiscal. Commentaire de Jean-François Bélanger. C'est à une véritable surenchère que se sont livrés ces derniers jours les mouvements nationalistes corses. Unis dans un même combat, préserver le statut fiscal particulier de l'île de Beauté. La cible est, elle aussi, unique, les bâtiments de l'administration fiscale. Déjà, mercredi dernier, le FLNC, canal habituel, avait donné le ton en faisant exploser en plein cœur de Nice le centre principal des impôts. La nuit bleue que la France vient de connaître portait, elle, la griffe du canal historique, la branche dure du mouvement, qui signait là la plus grande opération de son histoire. 26 bombes explosant en même temps, en Corse et sur le continent, une démonstration de force et de détermination, mais le gouvernement n'est pas prêt à céder. Je constate qu'une manifestation importante s'était déroulée il y a quelques jours en Corse, dans le calme. Le gouvernement a entendu le message. Et les attentats qui viennent de se dérouler n'ajoutent rien, bien au contraire, à cette revendication. Cette vague d'attentats survient dans les premiers jours du mois de décembre, un mois traditionnellement chaud en Corse, mais cette fois-ci les nationalistes ne se limitent pas à leur île, allant même jusqu'à poser une bombe à Paris, dans une annexe du ministère des Finances, un lieu hautement symbolique. Ce dossier de la fiscalité a déjà provoqué une mobilisation sans précédent en Corse, inquiétude provoquée par les conséquences de la mise en place du marché unique européen. Tous les élus ont condamné la violence, mais on retrouve la même union sacrée pour le maintien de ce fameux statut particulier. Les explications de Pascal Misrahi. Pour un statut fiscal dérogatoire en Corse, le mot est lâché, la revendication fait l'unanimité. Du jamais vu, du RPR Jean-Paul de Rocasser à l'UDF Jean Baggioni, en passant par les élus du PS et du PC, et surtout par les nationalistes d'Akunkulta et du MPA.
tous solidaires pour réclamer le maintien du statut particulier de la Corse, notamment en matière fiscale. Manifestation monstre le 28 novembre dernier, plus de 15 000 personnes dans les rues de Bastia. L'île de Beauté a peur de perdre sa spécificité dans l'Union européenne. Jamais depuis notre installation, depuis le 2 avril 1992, jamais un membre du gouvernement, et a fortiori le Premier ministre, n'a daigné nous recevoir ou nous rendre visite, et pourtant cela nous a été annoncé. C'est dire qu'on ne se soucierait pas de voir sur place ce qui est devenu une loi qui est originale et qui est originelle. On ne se soucierait pas de voir ce que sont devenus les Corses qui ont pensé qu'à travers ce statut, il y aurait des raisons d'espérer et qui se rendent compte que le bilan est négatif. Les élus locaux craignent donc que leur île ne soit dépourvue de toute protection face aux mesures d'harmonisation du marché unique européen. Dossier le plus sensible, la disparition du différentiel de TVA dont la Corse a toujours bénéficié par rapport au continent. Exemple, la TVA sur le bâtiment qui est de 8% sur l'île de Beauté, alors que sur le continent elle est de 18,6%. L'harmonisation européenne prévoit un taux de 15%. Le gouvernement a reconduit pour 4 ans le régime fiscal particulier de l'île. Les Corses ne comprendraient pas que l'on puisse abolir certains avantages fiscaux vieux de 2 siècles. Violence politique en Corse, mais aussi grand banditisme. Le directeur de la BNP de Bastia, sa femme et ses 2 enfants ont été pris en otage. Ils ont été retenus prisonniers pendant plusieurs heures. Le directeur de la banque a dû se rendre dans son agence pour retirer de l'argent, 300 000 francs en liquide. Les banquiers de l'île ont dénoncé à plusieurs reprises cette insécurité qui règne dans l'île. Malgré tous les renforts de police, plusieurs fourgons blindés ont été attaqués et il y a eu 37 règlements de compte depuis le début de l'année en Corse. Le procès des meurtriers présumés de la petite Céline a pu reprendre ce matin à Grenoble. Les avocats de Richard Roman avaient demandé à un moment l'annulation du procès. Des témoins théoriquement isolés entendaient tous les débats dans la salle d'audience. Cet après-midi, donc, des jurés ont pu voir le film de la reconstitution, un film qui a été tourné par les gendarmes. À Grenoble, Albert Ripamonti et Georges Minangois. Cette fois, l'émotion est venue de l'image de ces 9 téléviseurs installés pour l'occasion dans le prétoire. Dans un silence absolu, la cour visionne une bande vidéo. 20 minutes épouvantables. On y voit Didier Gentil puis Richard Roman mimer le viol et le meurtre. On y voit un mannequin de chiffon, et ce mannequin, c'est la fillette. La scène est insupportable. La maman de Céline, malgré beaucoup de courage, doit une fois de plus quitter la salle. Le procureur Vesbuche commente le document. C'est lui qui dirigeait la garde à vue, c'est lui qui a eu l'idée de cette reconstitution filmée le surlendemain du meurtre. Un procureur très actif, trop peut-être, car dans son film, il a négligé un paramètre essentiel, le son, de sorte que l'on ignore complètement la teneur des dialogues entre les 2 suspects et les enquêteurs. Richard Roman l'a bien compris et s'exclame « On m'a obligé, je n'étais pas libre de faire les gestes que je voulais, c'était un vrai cauchemar ». Et Didier Gentil abonde dans son sens. Ce film vidéo, c'est du bidon. Pour la première fois, les 2 accusés sont sur la même longueur d'onde et cette réconciliation passagère, ils la doivent à Paul Vesbuche, un magistrat. Vote historique en Suisse. Nos voisins se prononcent jusqu'à dimanche sur leur adhésion à l'espace économique européen. Une adhésion qui est aussi un marchepied pour la CE. Un scrutin ou une votation, comme on dit en Suisse, qui s'annonce particulièrement serré. Un pays qui a construit toute sa richesse sur sa neutralité et sa phobie des alliances. Ce sont les Suisses allemands qui vont faire la différence. Ils sont majoritaires et ils sont plutôt contre l'adhésion. Reportage de Joël Hazard et Jean-Jacques Ledeuil. La vieille ville de Fribourg se veut un modèle de coexistence entre cultures et religions différentes. La majorité est francophone. Mais les Suisses romands partagent les mêmes certitudes que la minorité germanophone. La Suisse, sa confédération, sa neutralité, sa démocratie à toute épreuve, il n'y a rien de plus sûr au monde. Pourtant, cette rivière de Fribourg, la Sarine, marque une véritable frontière. De l'autre côté de la rive, commence le pays des Rösti, littéralement ceux qui mangent des pommes de terre. Autrement dit, les Suisses allemands, vus par les Romands. Au-delà de Fribourg, c'est la Suisse des cantons conservateurs. Dans ce quartier alémanique, les vieux Suisses allemands ne veulent pas entendre parler d'Europe communautaire. La votation ne les concerne pas et certains jouent même les naïfs. Ah, il y a une votation dimanche? Oui. Ah bon? Ah, je savais pas moi ça. Les jeunes Suisses allemands sont partagés. Les étudiants sont acquis à l'Europe, mais ceux qui sont déjà dans la vie active éprouvent la même méfiance que leurs aînés. On essaye de tirer une euphorie
de la part des participants de cette rotation. Et c'est pour ça que je dis, pour le moment, je ne suis pas assez convaincu, disons, des arguments. Bien à l'abri dans leurs montagnes, depuis 7 siècles, les cantons alémaniques veillent jalousement sur leur quiétude, d'ici le monde paraît si troublé. Ce qui leur fait peur dans le cadre de l'E et dans le cadre de l'Europe, mais c'est leurs cousins, ce sont les Allemands, ils ont peur, les Allemands, ils ont peur de cette puissance qui est en train de à nouveau bouillonner. C'est un peu, cette Suisse, une Europe en miniature. Je serais presque tenté de dire qu'on est toujours le Suisse de quelqu'un. Les débats sur l'Europe ont déchaîné les passions, car pour nombre de Suisses, c'est carrément le futur, la Confédération helvétique, qui est en jeu. Pour nombre de Suisses, s'engouffrer dans l'espace économique européen, c'est franchir la première étape vers l'adhésion à la communauté européenne. Aussi, la question qu'il se pose aujourd'hui, c'est peut-on rester suisse en devenant européen ? Malgré la tempête, l'incendie du pétrolier grec a pu être maîtrisé. Les habitants de la Corogne en Espagne ont tout de même passé ces dernières heures sous un très épais nuage noir. Le bateau s'est cassé en deux juste devant le port. Reste la marée noire et les risques de pollution. Zindine Boudaoud. L'Igency échoué à quelques mètres à peine des côtes. L'incendie à bord du tanker grec est désormais maîtrisé. Seul un foyer est encore allumé sur le pont supérieur. La fumée noire qui planait au-dessus de la Corogne a disparu. Les mesures d'urgence ont été levées. Tous les efforts sont désormais concentrés sur la dispersion de la nappe de pétrole qui s'est échappée du pétrolier contenant 80 000 tonnes de brut. Les autorités espagnoles ont déployé des barrières anti-pollution. Des embarcations de la marine tentent de dissoudre la nappe en utilisant des produits diluants. L'Organisation maritime internationale a proposé à l'Espagne de coordonner en cas de besoin une vaste opération de lutte contre la marée noire. C'est la troisième fois en 16 ans qu'un pétrolier fait naufrage près des côtes galiciennes, des côtes riches en flore et en faune. Les premiers oiseaux ont d'ailleurs déjà été touchés. Sécurité renforcée à la montagne. Juste avant l'ouverture de la saison, toutes les stations ont été contrôlées. Des mesures obligatoires pour chaque télésiège ou chaque télécabine. À Vaujany, dans l'Isère, c'est un défaut de conception qui avait provoqué le dernier accident de ce type en France. En janvier 89, 8 personnes avaient été tuées dans cette catastrophe. Le reportage de Caroline Sins et Yvon Delot. Ce village de 400 habitants n'aime pas évoquer le drame qui marqua son entrée dans le clan des stations de ski. 200 millions investis dans un téléphérique le plus rapide du monde, construit en un temps record par la plus grosse entreprise mondiale, Pomagalski, basée à Grenoble. Ce 13 janvier reste une date taboue. Pour tous, encore difficile d'en parler. Ce qui s'est passé dans la station, nous qui l'avons vécu, c'est une chose que nous n'oublierons jamais. C'est vrai qu'une journée telle qu'aujourd'hui sur le plan de sécurité, j'espère que finalement ça abolira tous ces accidents qu'il y a eu. Les tests de sécurité n'ont pas changé depuis l'accident. Ils se déroulent plusieurs fois par an sous l'autorité de l'État. Vérification des câbles et entraînement en temps réel de sauvetage sur toutes les remontées mécaniques, téléphériques, télésièges et télécabines. Des exercices menés par des hommes spécialement entraînés et formés au sauvetage. Une obligation pour toutes les stations avant de commencer la saison. Pour tous, les mêmes tests et les mêmes impératifs. Il y a un règlement qui nous dit que nous avons une demi-heure pour décider de mettre ou de ne pas mettre en œuvre le plan de sauvetage. Ensuite, quand la décision est prise, donc après cette demi-heure, nous avons 3 heures au maximum pour exécuter ce plan de sauvetage. En 89, tous les contrôles de sécurité avaient été effectués sur le téléphérique. Aucun n'a détecté le défaut de construction à l'origine de l'accident, selon les premiers éléments de l'enquête judiciaire. Le PDG de Pomagalski et 2 ingénieurs sont donc inculpés. Mais les familles espèrent que tous les responsables seront dénoncés le jour du procès. Ce que je veux, c'est qu'effectivement l'accident de Vaujany soit un exemple, mais le dernier exemple de ce qu'il ne faut pas faire au niveau d'un chantier, au nom d'une rentabilité économique qui fait perdre de vue des notions essentielles de la vie des hommes. Le procès devrait avoir lieu cet hiver après 3 ans d'enquête difficile, due aux énormes intérêts financiers en jeu. Fera-t-il réfléchir tous ceux qui vivent de l'or blanc ? La France touchée par une nouvelle tempête, un très gros coup de vent qui a donc frappé de plein fouet les côtes atlantiques. À Nantes, le toit d'une école s'est envolé et dans le golfe de Gascogne, c'est un cargo qui s'est échoué. Image de nos stations régionales commentées par Nathalie Darigrand.
Le vent et la pluie sur la Loire-Atlantique et la Vendée. Sur l'île Dieu, les rafales ont atteint les 130 km/h, 110 à Noirmoutier. Dans le nord du golfe de Gascogne, un chalutier espagnol a sombré, son équipage a pu être secouru. En 5 heures, les pompiers ont dû intervenir 180 fois en Loire-Atlantique et principalement à Nantes. Ici, le toit de cet immeuble HLM a été emporté. Les dégâts sont importants, mais le bâtiment n'a pas été évacué. Caves inondées, routes coupées, une tempête qui a traversé la France, puisqu'à Grenoble ce matin, le vent a soulevé le toit de cette école primaire. Les élèves ont été aussitôt évacués. Cet après-midi, le calme est revenu, mais à Nantes, la station météorologique prévoit une nouvelle perturbation demain dans la soirée. Voilà les premières images du Vendée Globe, premières images à bord tournées par les concurrents depuis donc le départ des Sables d'Olonne. Les navigateurs ont jeté quelques cassettes vidéo à la mer au passage des îles Canaries. Une course autour du monde en solitaire et sans escale, menée pour l'instant par Bertrand de Broc. Les images sont commentées par Serge Dion. Porté par les alizés, Bertrand de Broc poursuit sa route vers le sud, longeant les côtes africaines. Il possède désormais une avance confortable sur Alain Gauthier. Les 10 premiers jours de course se sont bien passés pour eux. Leurs bateaux ont résisté à la tempête, essuyés dans le golfe de Gascogne. Bertrand de Broc a été agréablement surpris par la vitesse de son monocoque, surpris aussi lors d'une manœuvre au sommet de son mât. Ce qui est de fabuleux, une fois que j'étais en haut, c'est qu'il y a un gros cargo qui est passé à 300 mètres de moi. J'ai l'impression qu'il avait fait exprès. Il m'avait vu en tête de moi. Il a dû faire un détour. Il m'a fait d'une petite houle sympathique, cet enfoiré. Mais bon. La solitude n'est pas encore pesante. Mais après bientôt 2 semaines de course, leur vie est déjà réglée par certaines habitudes. Le quotidien d'Alain Gauthier est aussi ponctué de gestes simples. Le plus dur est encore à venir pour les 11 navigateurs de ce tour du monde sans escale. Le ciel, la mer, leur bateau, cela devrait durer encore pendant plus de 3 mois. Et puis tennis, la finale de la Coupe Davis sur la 3. Vous pourrez suivre les 2 premiers matchs ce soir à partir de 23h10, juste après le journal. Une finale qui se joue au Texas entre Américains et Suisses. Le premier match opposera André Agassi à Jacob Lasek. Et puis deuxième match, Jim Courier contre Marc Rosset. Finale de la Coupe Davis donc sur la 3 tout ce week-end. À 20h, la météo complète présentée par Michel Touré. Ensuite, Thalassa qui vous présentera ce soir un document tout à fait exceptionnel sur les chasseurs de baleines. Après Thalassa, Caractère. Et puis à 22h50, le soir sur la 3, présenté par Eric Cachard, suivi donc par les premiers matchs de la finale de la Coupe Davis. Très bonne soirée sur la 3. Bon week-end. Merci.